C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve dans ce numéro du Club de la presse. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. La nouvelle donne espoir et était attendue par tous. Sous l'égide de la médiation angolaise, les patrons des services de renseignement rwandais et congolais se sont retrouvés dans le plus grand secret à Rubavu les 29 et 30 août 2024. Il se serait convenu d'un accord qui consiste au retrait des troupes rwandaises à l'est de la RDC et la neutralisation des tristement célèbres FDLR. Un accord qui ensuite sera discuté par les patrons de la diplomatie des deux pays dans le cadre du processus de Luanda. Va-t-on enfin vers la résolution de l'insécurité à l'est de la RDC et la normalisation des relations entre les deux voisins? Quel est l'impact de ces négociations sur la région, sur le plan politique et sécuritaire? Voilà de quoi nous allons parler dans son numéro du Club de la presse. Et pour faire le tour, deux invités. Albert Rudatsimbugwa, journaliste et ancien directeur de la radio-télévision Contact FM. Et on peut dire, sans risque de se tromper, qu'il en connaît un rayon sur le sujet. Bonjour Albert. Bonjour, bonjour. Bonjour. Notre deuxième invité, c'est Innocent Mourosi, directeur de la radio-télévision Renaissance. Bonjour, monsieur Innocent Mourosi. Bonjour Alice. Et bienvenue à tous dans cette émission du Club de la presse à la présentation Alice Akizimana. Et sans tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. On parle justement de ces négociations sur la question entre le Rwanda et la RDC. Je vais donner la parole à premier Albert Rudatsimbugwa. Que pensez-vous de ces négociations? Peut-on penser qu'il y a espoir pour l'Est de la RDC et surtout sur les relations entre le Rwanda et la RDC? C'est presque un genre de problème comme on a en maths, où je dirais que la solution à la fin se termine avec un signe qui va vers l'infini, parce que c'est comme quelque chose qui se termine jamais. C'est quelque Une chose équation à qui... plusieurs inconnus. Non, les inconnus ne sont plus inconnus, en fait. Je dirais qu'on ne veut peut-être pas les voir, mais c'est un éternel recommencement depuis 30 ans, quoi. Je veux dire, quand on y réfléchit. Je veux dire, peut-être les gens ne savent pas, parce que ça fait déjà 30 ans, c'est toute une génération quand ils entendent les nouvelles, je veux dire, nous, peut-être on a encore entendu parler des gens comme Mobutu, etc. C'était une autre époque. Je veux dire, mais depuis 30 ans, on entend que rien ne va dans le Zaïre, qui est devenu le Congo, et d'ailleurs, puisque j'ai mon ami, frère et collègue de sang qui connaît de la même génération, je veux dire, quand on pense que déjà dans les années de Lumumba, on avait Frantz Fanon qui décrivait, si vous regardez l'Afrique comme un revolver, vous verrez que c'est la gâchette c'est le Congo. Le Congo, il est arrivé comme une gâchette. Et cette gâchette si on tire sur cette gâchette, ça va faire exploser l'Afrique. Bon, d'une certaine façon, lui, il le dit à l'époque de Lumumba, et on en est toujours là aujourd'hui. Évidemment, il y a quelque chose de nouveau, c'est un nouvel angle. Avant, tout était à Kinshasa, mais maintenant, depuis 30 ans, on est ici à l'Est. Et ce que les gens ont oublié peut-être, c'est que tout commence en 94, quand tout d'un coup, les génocidaires qui perdaient, qui étaient en train de perdre, qui allaient perdre, qui allaient vraiment être pris à plat de couture, s'enfuient. Et ils sont même divisés en deux, parce qu'il y a une partie qui va en Tanzanie et l'autre qui va au Zaïre. Mais celle en Tanzanie, c'est à peu près le même nombre de gens. Hein, donc, celle en Tanzanie, elle arrive en Tanzanie devant un État qui est organisé, et donc on les désarme jusqu'aux machettes, jusqu'au couteau, et on ne les place pas à la frontière, on les place quelque part. Si vous vous rappelez, à Vélalico, c'était à l'intérieur du pays. Mais ces gens-là n'ont pas jamais, on leur a jamais permis de créer quoi que ce soit comme problème, et en Tanzanie, ni ailleurs. Tandis que là-bas, au Zaïre, en quelques mois, les génocidaires qui sont passés au Congo, au Zaïre à l'époque,
deviennent un État dans l'État. Et donc, on ne les a pas désarmés et ils commencent à créer les premiers réfugiés massivement de cette région-là du Kivu, qui se sont réfugiés et au Burundi, et au Rwanda, et en Ouganda. Donc, depuis 30 ans, on a des gens qui sont dans nos pays, qui viennent du Congo-Zaïre, et qui venaient de cette région-là, et qui ont été mis dans ces conditions-là, avec des gens qui, aujourd'hui, sont devenus le FDLR. Bon, le FDLR, ça fait bien carrément 20 ans là qu'ils existent, et ils ont été créés comme ça. Et, et des fois, par exemple, les gens oublient une chose. Hein. Je ne sais pas si vous savez, par exemple, que quand ça s'est passé et que le Rwanda s'est associé avec des gens qui étaient des opposants à Mobutu et qui voulaient changer tout ça, etc., et qu'ils ont créé l'AFDL, c'est ça le Laurent Désiré Kabila, avec d'autres mouvements ils ont formé ensemble l'AFDL. Parmi les premières personnes qui ont fait l'armée de la FDL, peut-être les gens ne le savent pas, mais il y a un certain Laurent Nkunda qui est devenu le général Laurent Nkunda. Bah, pour les gens qui ne savent pas, j'aimerais leur dire que lui-même vient de cette région-là et qui se sont réfugiés au Rwanda suite à ce que les génocidaires sont rentrés au Zaïre. Parce qu'en 6 mois, en 94, dans les 6 premiers mois, ils ont par exemple tué 1 million de têtes de bétail. Et donc, tous les gens qui étaient là-bas ont dû fuir. Et entre autres, il y a ce monsieur qu'on connaît aujourd'hui, mais à l'époque, il était réfugié dans le camp de Mudende. Et d'ailleurs, donc, ce qui a suivi, c'est qu'il y avait des incursions dans le Rwanda. Ils venaient tuer des gens au Rwanda. Et entre autres, ils ont tué dans le camp de Mudende. Entre autres, le fils de Laurent Nkunda a été macheté à mort. Donc, lui-même, après, s'est rejoint l'AFDL. Et donc, ce que je veux dire par là, pour ne pas continuer à vous raconter tout, mais des fois, c'est important de revenir en arrière parce que pour vous expliquer dans quelle situation on est aujourd'hui, ça veut dire que depuis 84, depuis 96, depuis 98, on a été là-dedans. Laurent Désiré Kabila a soutenu la formation des FDLR. Depuis 20 ans maintenant, ils ont pris comme proie toute cette région-là. Depuis Mais 20 ans, il y a ce... justement, Albert, justement, Oui, ce problème date d'une trentaine d'années et oui, c'est pas la première fois qu'on parle de rapprochement, de tentatives de négociation qui ont pu à plusieurs reprises avorter. Et oui. aujourd'hui, qu'est-ce qui change aujourd'hui? Est-ce que c'est la même chose? Bon, vous l'avez dit, c'est un éternel Pour moi, comme recommencement. analyste, Il y a pas d'espoir par rapport pour moi, comme analyste, la démarche de Rwanda. bon, écoutez, il y a toujours espoir quand les gens se causent. Parce que quand les gens ne se causent pas, on sait qu'on va nulle part. Donc, oui, il y a quelque chose. Mais je voulais mettre quand même cette toile de fond pour que les gens comprennent que même s'il y a un espoir, la pente est très raide pour qu'on arrive à s'en sortir. Je veux dire, parce que les gens ne comprennent. Je veux dire, parce que d'un côté, je veux dire, si Kinshasa a opté pour les FDLR en se disant c'est les seules personnes qui peuvent m'aider à, à, à faire quelque... Enfin, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, mais parce que ça, ce n'est même pas très clair non plus. Qu'est-ce qu'ils veulent à la fin? Parce que d'un côté, il n'y a pas simplement le fait qu'il faut démobiliser des armées des FDLR, mais qu'est-ce qu'on fait des Congolais? Qu'est-ce qu'ils veulent, eux, Kinshasa? Est-ce qu'ils veulent bien que leurs Congolais, leur peuple, rentrent chez eux au pays? Parce que ça, c'est l'autre question après. Donc, maintenant, pour le Rwanda, Ouais. le problème, c'est l'FDLR. Pour le Rwanda, le problème, c'est l'FDLR. Mais il y a deux, il y a deux, il y a deux, il y a deux camps, enfin, il y a deux pôles dans cette discussion. Donc, moi, je vais vous dire, donc, pour terminer, parce que sinon, je mobilise un peu trop la parole, mais euh, franchement, j'espère que ça va aller. D'un autre côté, je n'y crois pas vraiment, parce que je ne crois pas que Kinshasa, qui est à 2600 km d'ici, ait vraiment une volonté de se défaire de ces FDLR. S'ils le font, ce sera uniquement parce que d'autres gens leur mettent la pression. Ça peut être les États-Unis, l'Union européenne, des choses comme ça.
Mais j'y crois pas plus que cela et je suis même pas sûr s'ils en ont les moyens. Mais je Bon, confirme on qu'ils se reviendra sont peut-être tout à l'heure sur l'intervention des autres forces dans ce conflit. Et il me semble aussi, quel est le regard qu'on porte sur ces négociations de l'autre côté de la Cagnaro? Bon, c'est déjà une bonne chose qu'il y ait prise de contact, puisque ça fait un moment que du côté de Kinshasa, on disait hors question de négocier quoi que ce soit, il faut qu'il quitte le territoire, etc. C'est déjà une bonne chose qu'il y ait cette sorte d'évolution de reconnaissance de la nécessité de se parler maintenant, pas plus tard, mais maintenant. L'accord qui peut être signé, ce qu'on entend, disons jusque-là, qui consisterait à ce que, de manière coalisée, ils se mettent ensemble pour faire partie, pour chasser les ténèbres de l'Est du Congo. OK, mais on verra. Est-ce que les FDLR vont se laisser faire? Est-ce que Kinshasa va jouer franc jeu sur cet accord? C'est des choses qui restent à voir. Sinon, c'est déjà une bonne chose qu'il y ait ce contact, mais la matérialisation est un grand point d'interrogation. Il faudrait Justement, peut-être par qu'on rapport à la s'arrête. matérialisation, est-ce que les services secrets peuvent réussir là où la diplomatie a échoué? Parce que ça fait un moment quand même que les négociations au niveau de Luanda stagnent, que ça n'avance pas. Les services de renseignement sont un des outils des États. Donc, ils ne sont pas là comme services de renseignement seulement à couper des États, mais c'est plutôt à eux probablement qu'il a été délégué cette mission de trouver une entente pratique opérationnelle, mais c'est avec certainement la bénédiction et l'injonction des gouvernements, certainement. Donc, il nous semble aussi, on parle des négociations sur la situation entre le Rwanda et, la République démocratique du Congo. Et quel est le regard que vous portez sur ces négociations de l'autre côté de la Cagnao? C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose qu'il y ait ces contacts-là, qu'il y ait ce processus de négociation, que toutes les personnes censées, toutes les organisations censées avaient demandé depuis un bon bout de temps, que donc que la partie congolaise se soit résolue à accepter de parler avec le Rwanda qui réclame l'extradition des FTDR ou la neutralisation des FTDR. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, que ce soit une bonne chose ne signifie pas que ça va permettre d'atteindre les résultats nécessairement. Le Rwanda qui demande l'extradition des FDLR, la RDC qui demande que le Rwanda se retire de l'est de la RDC. Est-ce que déjà le Rwanda est d'accord qu'il y ait des forces des RDF à l'est de la RDC? Non, en Ça fait, aussi, c'est un problème. le Rwanda ne demande pas l'extradition des FTLR, il demande la neutralisation des La FTLR. neutralisation des. Voilà. Et maintenant, le Rwanda a toujours dit qu'il a pris des mesures de protection à cause de toutes ces menaces-là. Maintenant, qu'il soit la RDC ou pas, je ne sais pas exactement ce qu'ils disent par rapport à ça. Une façon diplomatique de dire nous sommes là, mais bon, on ne veut pas le dire à haute voix. Ben, ce qui serait légitime, mais au vu de sortes de conventions internationales, ce serait un peu problématique. Mais quand il y a une menace aussi évidente que celle-là, et que l'État dans lequel cette menace se trouve lui-même en rajoute en termes de menaces, il y a tout État censé ferait le nécessaire pour prévenir ce genre de cataclysme qu'il voit venir. Ouais, je posais la question tout à l'heure à Albert. Il y a eu plusieurs négociations dans les 30 dernières années par rapport à la crise à l'Est. C'est les dernières années, peut-être avec la nouvelle donne avec le M23, mais toutes ces négociations ont accouché d'une souris. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a moyen de penser que ça peut changer, qu'on peut évoluer vers quelque chose de plus tenable, de plus stable? J'ai des doutes parce que depuis que les FTLR sont là, le Rwanda réclame leur neutralisation, mais les premières victimes des FTLR, quand ils sont arrivés sur le sol congolais, ça a été bien les Congolais. Les Congolais ciblés particulièrement ceux rwandophones, spécifiquement Tutsis, mais également d'autres Congolais ont été piétinés, tués, violés, etc. par les FTLR. Et donc il y a beaucoup de populations qui aimeraient bien voir ces gens neutralisés. Maintenant, est-ce qu'ils vont vraiment être neutralisés à la suite de cet accord-là? C'est difficile de le croire. C'est difficile de le croire parce que l'imbrication des FTLR dans les structures de sécurité de la RDC, dans l'administration locale, dans l'économie locale, est telle qu'on ne voit pas trop comment l'État congolais pourrait arriver
à faire grand-chose pour le neutraliser. Maintenant, si c'est les troupes rwandaises qui s'occupent de ce travail-là sur le territoire congolais, ils auront tout le loisir de s'enfoncer dans les forêts congolaises. Et pire encore, ils peuvent très bien être transférés au Burundi par des voies détournées. Qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne porteraient pas l'uniforme des militaires burundais pour aller s'installer au Burundi, comme certains le sont déjà depuis des années? Nous savons tous qu'il y a des responsables de FTD qui sont au Burundi, qui font des va-et-vient, qui ont des business au Burundi. Donc, qu'ils y viennent de manière un peu plus massive, ne serait pas étonnant. Oui, on va revenir sur ça en parlant des autres acteurs dans ce conflit à l'est de la RDC. Albert, je disais tout à l'heure, la RDC réclame que le Rwanda retire ses troupes qui sont à l'est de la RDC. Est-ce qu'aujourd'hui, le Rwanda reconnaît officiellement qu'il y a vraiment des troupes rwandaises à l'est de la RDC et qui soutiennent le M23? Je n'ai entendu nulle part, mais comme disait Innocent, je crois qu'il faut sortir de simplement de voir les trucs d'une façon unidimensionnelle. Depuis maintenant 2021, donc ça fait maintenant 3 ans, depuis que le Congo a replongé dans la violence armée, il y a eu cinq fois, 5 occasions qu'on a tiré du Congo dans le Rwanda. Et le Rwanda a pointé du doigt ces 5 fois. Ça n'a pas vraiment suscité beaucoup plus d'autres choses. Et dans les 5 fois, il y avait une présence du FDLR. Donc, comme disait Innocent Mosé avant moi, de toute façon, si le Rwanda y va, et revient au Rwanda, et retourne là-bas, ça ne peut être que justifié. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, le Rwanda est là avec une force parce que des fois, les gens veulent faire comme ce qui s'est passé en 96, où le Rwanda, avec d'autres gens, ont formé une force qui est allée carrément en fait, se battre contre les génocidaires et l'armée de Mobutu. On n'est pas dans cette situation-là. Donc, et le M23 lui-même est dans ces zones-là. Donc, mais le Rwanda, s'il se sent menacé, ça n'étonnera personne enfin, ça devrait étonner personne que le Rwanda ne va pas attendre d'être maintenant, je veux dire, à la réception seulement. Mais donc, qui vont empêcher toute tentative de À vouloir. se défendre. Oui, c'est sûr, parce que je veux dire, il ne faut pas oublier, des fois, les gens ils sont un peu légers avec ce qui se passe. Je veux dire, vous connaissez le Rwanda. Je sais que vous savez, je sais que vous savez qu'au Rwanda, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on dort sur ses deux oreilles. On n'est pas dans une situation où on craint que quelque chose pourrait arriver. Pour qu'on arrive dans cette situation, je crois que ça doit être même le pays le plus sécurisé de tout le continent africain. Mais pour qu'on soit dans cette situation-là, c'est parce qu'il y a tout un système qui veille là-dessus. Et le danger qui pourrait taper le Rwanda ou des Rwandais n'est pas nécessairement au Rwanda. Donc le Rwanda ne peut pas se permettre d'avoir un système qui s'arrête à la frontière. Jamais. Parce que le Rwanda n'a pas autant de milliers de kilomètres carrés comme par exemple le Congo. Le Rwanda, c'est un pays, nation qui est à la taille d'une nation. Donc, en quelques heures, vous faites de nord au sud et de l'est en l'ouest. Donc, cette sécurité, elle ne commence pas juste à la frontière des choses. Il est obligé, le système de sécurité qui fasse que les Rwandais sont en sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, va au-delà des frontières. Et pour revenir à ces fameuses négociations de Luanda, Albert, aujourd'hui, il y a deux acteurs qui sont sur la table de négociation. C'est bien les patrons de services de renseignement rwandais, congolais et puis la diplomatie. Mais il y a d'autres acteurs dans la complexité de cette question à l'est de la RDC. On a vu la SADC qui est déjà présent sur le sol congolais dans ce conflit à l'est. On a vu la MONUSCO qui était déjà là depuis longtemps. Et après, on a vu le Burundi qui est venu en soutien
et FARDC. Est-ce qu'il n'y a pas des acteurs qui manquent dans ces négociations? Est-ce que vous parlez du M23? Vous pensez au M23 Et du ou... M23, mais d'autres acteurs aussi qui se sont invités dans le conflit, on va dire, Comme rwando-congolais, mais qui se complexifient à l'Est plutôt. Bon, de toute façon, moi je me dis aujourd'hui, parce que des fois, on, on ne voit pas parce qu'on ne s'imagine pas. Mais je veux dire, déjà, imaginez-vous où est Luanda. Luanda est du côté de l'océan Atlantique. Je dis, ils sont à 2000, à pratiquement 3000 kilomètres d'ici. Ici, nous, on est vraiment carrément là où ça se passe. Le Rwanda, à quelques kilomètres près, à 1 heure, 2 heures de route, je suis là où tout devient fou. Au Congo, là, à Goma, après ça, cette scène de violence est perpétuelle. Donc, imaginez-vous, on a des négociations à 3000 kilomètres d'ici. Je vous dis, je sais que souvent les Africains sont plus familiers de comprendre la géographie de l'Europe donc que même de chez eux en Afrique. Parce que imaginez-vous, vous me dites c'est comme si on disait il y a des négociations à Lisbonne pour un problème qui se produit en fait à Oslo ou à Copenhague. Donc, autrement dit, vous voulez dire que le Rwanda ne comprend rien de ce qui se passe à l'Est de la RDC? Je me demande comment aujourd'hui les Africains continuent à faire comme si c'était vraiment... Enfin, je veux dire, c'est le genre de choses qu'on demanderait certainement les gens qui sont dans la région. Je veux dire, par exemple, que ce soit l'Ouganda, la Tanzanie, etc. Mais maintenant, on se retrouve parce qu'on a des associations qui sont... parce que Luanda, on est à Luanda. Pourquoi? Parce que c'est la conférence internationale sur des Grands Lacs, c'est la CIGRL, c'est ça? Oui, voilà. Donc, c'est encore une institution, je veux dire, même des Grands Lacs. Moi, je ne comprends pas comment même l'Angola fait partie pas que j'ai un problème avec les Angolais, hein, je veux simplement parler de comment tout ça est dessus. C'est des formules, c'est des nominations, c'est des noms, mais est-ce qu'on a l'efficacité? Est-ce que ce sont des organisations qui sont là pour essayer d'apporter quelque chose? Donc, déjà aussi le fait que au départ, ça se passe vraiment dans l'Afrique de l'Est, là. C'est pas seulement au Congo de l'Est, mais c'est carrément l'Afrique de l'Est. Donc, pourquoi l'EAC est complètement à côté pour l'instant? Je veux dire, elle est mise de côté. Pourquoi la SADC, qui était une autre organisation continentale, qui a été entraînée dedans de nouveau? Parce que la plupart des pays de la SADC ne font pas partie d'ici. Qu'est-ce que le Botswana va savoir de Goma? Qu'est-ce que le Zimbabwe va savoir vous comprenez? Donc, pourquoi même ces deux blocs ne causent pas ensemble? Parce que ça, c'est aussi l'autre question qu'il faut poser. On peut dire qu'il y a un problème au Congo peut-être, mais il y a un problème aussi dans les organisations continentales depuis l'Union africaine jusque les blocs régionaux. Je veux dire, là aussi, il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond, on fait tout ça, mais est-ce que ça aide à quelque chose? Parce qu'en attendant, il y a une situation qui est claire, qui est une tragédie. Je veux dire, les gens meurent, les gens se font spoiler, ils n'ont plus de vie. On a parlé des FDLR, mais on n'a même pas parlé des Ouazalou, donc ils sont une nébuleuse de petites milices qui errent dans cette région, qui ont été comme les FDLR, armés par le régime, qui se retrouvent, dont la capitale est à 2600 kilomètres d'ici. Ça veut dire que les Quinois n'ont une idée de ce qui se passe ici. Donc, je trouve qu'il y a, des fois quand même entre journalistes, qu'on va chercher certaines questions, enfin, certaines réponses à certaines questions, parce qu'elles ont l'air d'être évidentes, mais je me demande, est-ce que nous aussi, on fait le boulot suffisamment pour dire comment tout ceci est vraiment une situation absurde dans laquelle des politiciens, en fait,
se jouent de leur propre peuple. C'est comme ça que je le vois. Mais donc, à Luanda, s'ils se causent, oui, ils se causent maintenant. Je sais même aussi, déjà aussi que le M23, d'ailleurs, a été invité. C'était très officiel. Je crois qu'entre-temps, au moment qu'on a cette conversation, je crois ils sont déjà revenus. Est-ce que ça va apporter quelque chose? Je ne sais pas, parce que il faut peut-être aussi que, quand j'ai parlé tout à l'heure de Laurent Ronda, c'était le CNDP. Ça fait 30 ans que ça dure. Et tous les gens qui, tout le temps, qui ont signé toutes les résolutions depuis, je dirais, depuis l'an 2000, que ce soit la SADC, que ce soit Luanda, que ce soit l'Union africaine, que ce soit les Nations unies, que ce soit l'Union européenne. Je veux dire, il y a eu des accords de Nairobi déjà en 2012, 2013. Il y a eu les envoyés pour les grands lacs Ouais. des États. On aura compris, c'est le même problème et qui change de nom. On va revenir par rapport à l'impact de tout ça sur la région des Grands Lacs. Et nous sommes aussi la même question. Il y a trop d'acteurs dans ce conflit à l'est de la RDC. Et, le Burundi aussi fait partie. Il y a des partis prêtés main forte au FRDC pour combattre les M23. On a vu la SADC qui s'est invitée à la fête. Donc aujourd'hui, Luanda, est-ce que vraiment il y a tous les acteurs concernés par ce conflit? Bon, ce qui est tragique, peut-être par quoi il fallait commencer, c'est que tous ces problèmes s'accumulent à cause d'une chose très simple. Le Congo n'a jamais réussi à construire un État ou à avoir un État. Et donc, on est dans des situations de chaos permanent où on peut avoir des centaines de groupes miliciens qui s'installent, qui durent, qui sont là, que tout le monde connaît, et qui s'installent, qui prennent un morceau de terrain, qui prennent un morceau, un carré minier, et le gouvernement congolais est au courant, tous les voisins sont au courant, et c'est quand ça jaillit sur les voisins que ça prend une autre dimension. Mais à l'intérieur, les Congolais eux-mêmes sont écrasés depuis des décennies sur cet État qui n'en est pas un. Parce que je ne vois pas un État digne de son nom qui laisserait les gens dans la situation comme celle qu'on voit dans la prison de Makala, 1500 personnes, prison prévue pour 1500 personnes, où il y a 15 000 prisonniers, où les gens se marchent dessus, où au moindre incident, les gens s'écrasent, 2000 morts, 1500 morts, je ne sais pas. Ça c'est des signes. On est en train d'avoir la même chose au Burundi, cela dit. Chaque fois qu'on a un problème avec quelqu'un, on le jette en prison, on le jette en prison. Et il n'y a pas de système judiciaire après pour voir les dossiers, juger, faire sortir les gens, etc. Donc, pareil en termes de sécurité. Quand vous avez des milices qui deviennent plus importantes que les forces publiques, la force publique, c'est que vous n'avez vraiment pas d'État. Il ne vous reste plus que la propagande. Vous êtes assis sur des mines de tout genre, des fortunes entières sous terre qui ne profitent absolument pas aux citoyens encore. Et c'est aussi ça l'explication, une des explications. Personne ne fait d'effort pour qu'il y ait un véritable État au Congo, parce que s'il y avait un État, les minéraux du Congo profiteraient réellement aux Congolais. Ils auraient un projet, ils auraient un plan, ils pourraient se développer, s'industrialiser, etc. Mais au lieu que ce soit cela, les gens se battent pour être au pouvoir et aller juste ramasser, faire des deals avec telle multinationale, tel gouvernement, telle force armée qu'on essaie d'impliquer dans un conflit. Et donc, ça n'arrête pas de s'accumuler. Maintenant, le Burundi s'est impliqué dedans, certainement pour aller chercher aussi quelques dollars, puisqu'on sait à quel point les devises manquent au Burundi, mais également pour des raisons idéologiques. Les accointances idéologiques entre les gouvernements burundais, les milices qui sont à l'est du Congo, notamment l'FTLR, sont une évidence. Les accointances, les liens de communautés idéologiques sont là. Donc le gouvernement burundais envoie ses troupes, implique entraîne le pays dans cette crise-là qui est déjà assez compliquée. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Même s'il y avait un accord entre la RDC et le Burundi, et le Rwanda sur la question des FTLR, encore une fois, comme je le disais, est-ce qu'ils ne vont pas déménager au Burundi? Donc, ramener encore le problème à une dimension encore plus importante. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Quand les gens sont en position de faiblesse, ils font profil bas, ils font semblant de négocier, mais fondamentalement, ils ne changent pas d'un point de vue idéologique, ils ne changent pas d'un point de vue des ambitions qu'ils ont. Donc, le Burundi risque d'avoir des problèmes encore plus amplifiés si jamais le processus d'éradication des FTLR se met en place réellement,
il y en a certainement un bon paquet qui va déménager au Burundi avec l'amplification de la même idéologie et les acquaintances qu'ils ont déjà au Burundi. Donc, il y a un vrai problème. Et encore une fois, comme l'avait dit Albert et comme vous l'avez dit vous-même, en fait, qu'on se retrouve avec cette crise en train d'être négociée en Angola, c'est aussi parce que le gouvernement congolais a refusé l'aide des gens de l'East African Community, dont il fait partie, si jamais il reste, parce qu'ils les traitent tous de nilotiques. Quand vous voyez la propagande permanente qu'il y a dans les médias et aux yeux de certains nilotiques contre Bantou, l'idéologie justement, l'idéologie tribaliste vulgaire qui continue à être là et qui est en train de faire exploser pratiquement toute la région. Parce que si vous montez les gens les uns contre les autres, ça ne marche pas dans la région. Vous allez plus loin en Afrique du Sud, en Afrique australe, l'Afrique du Sud, le Malawi, vous impliquez des mercenaires, ce qui est interdit formellement par les conventions et de l'Union africaine et des Nations unies. Donc, il n'y a plus pratiquement de repères dans ce qui se passe là-bas, dans une complaisance incroyable de la supposée communauté internationale, pour la bonne et simple raison qu'il y a trop de minerais au Congo, que beaucoup trop de gens convoitent. Donc, la vie des gens n'a plus d'importance. Donc, il y a vraiment, on risque d'avoir des problèmes démultipliés au Burundi. Mais justement, Innocent, je parlais des acteurs absents à Rwanda, justement par rapport à ces autres acteurs qui s'invitent dans le conflit à l'est de la RDC. Est-ce qu'aujourd'hui, même si le Rwanda et la RDC arrivaient à un accord, vu tous les autres acteurs, je prends le cas du Burundi, est-ce que sur la question à l'est de la RDC, on n'est pas assis sur une poudrière de toutes les façons va exploser si on ne prend pas le problème à la source? La véritable poudrière sur laquelle on est assise, c'est ces organisations qui ont des idéologies d'extermination d'autres communautés. Et si on n'arrive pas à éradiquer cette idéologie-là, aussi bien avec les acteurs FDLR que ceux qui sont au Burundi, qui ont la même idéologie, la véritable poudrière, c'est celle-là. Parce que tant que ces gens sont là, ils ne s'arrêtent pas de tenter d'arriver à leur fin. Donc, exterminer ceux qui croient être différents d'eux-mêmes. Donc, si les gens vont en Angola discuter, oui, si les gens sont en position de faiblesse, ils peuvent accepter de négocier. Vous vous souvenez du président burundais il n'y a pas longtemps qui, à Kinshasa, dit très allègrement, bien à l'aise, qu'il va aider les opposants rwandais pour qu'ils éradiquent le pouvoir qui a Kigali, etc. Bon, maintenant, il peut faire semblant de négocier peut-être s'il est en position de faiblesse. Mais fondamentalement, cette idéologie enracinée dans la région, aussi bien avec des acteurs comme FDLR que d'autres au Burundi, c'est ça la véritable bombe sur laquelle on est assis. Évidemment, sans oublier l'État congolais qui n'existe pas. Parce que ça, c'est une menace globale pour tous les voisins du Congo. Oui, justement, j'allais dire, on peut négocier sur la sécurité, sur la politique, mais sur l'idéologie, c'est quelque chose qui est ancré dans le vécu des gens. Comment est-ce qu'on peut arriver à une solution par rapport à cette problématique d'idéologie? Surtout quand c'est une idéologie qui tend vers le génocide. C'est des forces qu'il faut vaincre, en fait. Il n'y a pas qu'une solution. C'est des forces qu'il faut vaincre. Militairement, vous voulez dire. De désintoxiquer, parce qu'il y a toujours des groupes qui sont leaders, les noyaux qui fabriquent tout cela. Cela, il faut arriver à les vaincre, à les neutraliser. Les populations qui, des fois, suivent, dans le cas du Burundi, ce n'est plutôt vraiment le cas. Mais partout, il y a des gens qui croient en ces choses-là. Quand c'est des gens ordinaires, il y a moyen, par l'action politique, par l'action judiciaire, d'arriver à ce que les racines soient arrachées. Mais évidemment, il faut arriver à les vaincre. Ce n'est pas par la dissuasion qu'on peut arriver à s'entendre, parce qu'à chaque occasion, eux, ils essaient de recommencer. On parlait d'idéologie, justement. En fait, là, on est sur des négociations, mais vraiment, c'est sur des questions pratiques d'ordre sécuritaire, d'ordre politique. Mais on a un problème fondamental, ce qui est un problème idéologique, comme vient de le dire Innocent. Même si aujourd'hui, on arrivait à un accord, est-ce que vous ne pensez pas que c'est vraiment un problème qui n'est pas résolu à la racine? Non, il faut comprendre quelque chose, parce que je suis très content que Innocent, d'ailleurs, a introduit la terminologie, parce que une idéologie, ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on est. C'est quelque chose qui est enseigné, qui est entretenu. Oui, voilà, c'est enseigné. Et quand l'État comprend cet enseignement, ça devient une idéologie. Ça veut dire... Parce que des fois, quand on parle aussi de l'Afrique, il y a tout un narratif
y a un vocabulaire colonial qui reste, qui reste sur nos têtes. Parce que les gens ont voulu faire croire que les tribus en Afrique se rendent dedans. Et d'ailleurs, ceux qui parlaient de nous, personne n'a tué comme les Européens dans toute l'histoire de l'humanité. Je dis, il n'y a pas eu autant de, de, de victimes de guerres tribales, idéologiques et religieuses qu'en Occident. Mais donc, il y a tout ce narratif que les Africains ont hérité et qu'ils ont des fois adopté. Et qui croient qu'il y a un problème, par exemple, cette histoire de Bantou et de Nilotique, c'est complètement loufoque. En fait, ça n'a même jamais existé. C'est quelque chose qui a été inventé par justement les fascistes africains qui ont fait détourner ce genre d'informations. Donc, encore une fois, Hitler, s'il était allemand, il était aussi d'abord autrichien. Quand il s'en prend aux Juifs, pour l'Holocauste, il s'en prend à des Allemands. Ces gens sont allemands depuis la création de l'Allemagne. Ils ont simplement une religion différente des autres Allemands. Et ils sont obligés de mettre même une croix, une étoile jaune de David, parce qu'on ne peut pas les reconnaître physiquement d'un autre Allemand. Donc, pour vous dire aussi au Rwanda, c'est la même chose. Je veux dire, au Rwanda, quand nos parents devaient fuir le Rwanda en 59, 60, 61, 62, tout ça, etc., je veux dire, il pouvait y avoir des pogroms, mais les pogroms, ce n'était pas le génocide. Et le pogrom n'était pas naturel. Ils étaient organisés en plus de cela par la tutelle. Par la tutelle, je veux dire les Belges. Donc, alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'en 94, donc il a fallu 30 ans en fait, d'inoculation d'idéologie pour que on voit ce qui s'est passé en 94 ici. Mais en 94, encore une fois, je vous le rappelle, et en tant que Burundais, puisque nous sommes les mêmes, j'imagine que vous allez vous reconnaître là-dedans. En fait, les gens ne pouvaient pas... Les gens qui ont été tués parce qu'ils étaient Tutsis, ils n'étaient pas tués parce qu'on les reconnaissait physiquement. C'est parce qu'ils étaient sur des listes. C'est parce qu'ils étaient dénoncés, parce qu'on savait que dans le quartier, il y avait telle famille qui était Tutsi, etc. Donc, c'était parce qu'ils étaient dans une université, c'est parce qu'ils étaient employés, dans lesquels on vous donnait, etc. C'était peut-être la famille aussi, parce que on avait quelqu'un qui pouvait être Hutu et sa femme Tutsi, et donc, du coup, on connaissait qui, soi-disant. Mais dans les barrières même, on ne tuait pas les gens sur ce qu'on voyait. On demandait la carte d'identité. C'est cette fameuse étoile de David jaune sur laquelle était marqué aussi vous étiez tout outil pour vous dire que donc tout ça c'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui a été fabriqué, etc. Et il a fallu aussi 30 ans, parce que maintenant ça fait 30 ans que les génocidaires se sont retrouvés dans l'Afrique, au Congo de l'Est. Et ils ont inoculé en fait cette idéologie partout. Donc maintenant, c'est avec ça. Parce qu'au Rwanda, depuis 1994, cette histoire pèse moins parce qu'on a combattu cela, parce qu'il y a un État qui ne va pas tolérer ce genre d'idéologie. Mais depuis 30 ans, il n'y a pas d'État là-bas, dans le Zaïre-Congo. Et c'est pour ça que ce virus est partout. Donc aujourd'hui, il y a un problème d'un État, comme disait Innocent Moazi, mais il y a aussi un problème que les gens doivent comprendre que cette idéologie doit être arrêtée. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, elle est rentrée dans les autres populations, au-delà des Rwandais, au-delà donc des gens qui sont rwandophones, et ça s'est répandu dans les autres populations. Donc, ça aussi, c'est un problème. Mais maintenant, c'est pour ça que je ne crois pas nécessairement que... Donc, c'est pour ça que je dis aussi, le problème, c'est que le Burundi continue à ne pas se sortir de cette histoire. Et donc, ça reste aussi un problème, même pour les Burundais, vis-à-vis à ce qui se passe pour l'instant dans l'Est du Congo. Donc, ça a une implication qui en fait, a des ramifications et dans l'Est du Congo, et au Burundi, et au Rwanda.
Mais mais à son niveau-là, Albert, justement, on parle de, enfin, c'est un problème politico-sécuritaire, mais sur fond d'idéologie qui est enseigné aux populations. Parce qu'on voit qu'à l'est de la RDC, il y a des Rwandais d'expression rwandophone, dont les Tutsis et les Hutus, mais ce n'est que les Tutsis rwandophones de l'est de la RDC qui ont des problèmes. Donc, ça veut dire que cette non, idéologie a non, été non, enseignée. non, 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 c'est une mauvaise représentation. Non, non. Évidemment, ça c'est le plus spectaculaire, mais en fait, je veux dire parce que euh, mais en même temps, il y a ça, mais ce n'est pas aussi, c'est pas aussi blanc sur noir. Ça veut dire que, Tout à fait, euh, exactement. je veux dire, depuis, parce que là-bas, au moins au Congo, hein, pendant longtemps, euh, comme il y a, comme, enfin, tous les pays, d'ailleurs, à part le Rwanda et le Burundi et l'Éthiopie, et peut-être la Somalie et tout ça, et tous les pays subsahariens, en tout cas, ont été créés par un colon, par un colonisateur. Le Burundi n'a pas été créé par un colonisateur. C'est un héritage d'une civilisation, d'une société qui a commencé, qui est le Burundi, depuis plusieurs centaines d'années. Le Rwanda aussi. À part que le Burundi et le Rwanda ont été amputés une partie de leur territoire. Mais donc, ce sont les seuls peuples dont même le nom du pays n'a pas été inventé par un colon. Or, tous les autres pays le sont. Donc, il y a des Barundi qui se retrouvent au Congo, il y a des Barundi qui se retrouvent en Tanzanie, la même chose pour les Banyarwanda. Donc, du coup, par exemple, au Congo, ou pour prendre cet exemple, les Banyarwanda ou les Barundi, si tu veux, ils ont potentiellement des Hutus et des Tutsis, mais ça n'a jamais joué un rôle là-bas comme au Burundi et au Rwanda. Pourquoi? Parce qu'ils étaient, la communauté des Barundi ou des Banyarwanda sont à côté des Banande, des Bahunde, des Bashi et tout ça. Et donc, on se retrouve plus on va plus trop dans les Hutu Tutsi. Donc, cette histoire de Hutu Tutsi, c'est quelque chose qui est venu maintenant après 94. Mais elle a maintenant dépassé les Banyarwanda ou les Barundi. C'est rentré dans les Nande, c'est rentré dans les Hunde, c'est rentré dans tout ça. Donc, effectivement, dans l'absence d'un État qui régularise ça et qui dise on n'accepte pas ce genre de discrimination, cette histoire s'est développée. Et c'est pour ça que se débarrasser des FDLR, c'est un début. Mais après, il faut aussi encore faire la gestion de tout ça. Mais rappelons quand même aux gens qui nous suivent hein, de l'absurdité de cette situation. Parce que ce soit le Kivu du Nord ou le Kivu du Sud, il est sous-peuplé. Il y a de la place pour tout le monde. C'est pas qu'il y a une surpopulation, pas du tout. Et il y a une richesse énorme. Mais c'est l'absence d'État qui font que les gens se rentrent entre eux dedans pour le petit chose qu'il y a. Alors qu'il y a, c'est immense. C'est parce qu'il n'y a pas de développement. Or, je dirais que s'il y avait un développement, même pour les États nationaux d'autres comme le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie, etc., ce serait un essor de développement incroyable. Donc, le vrai problème qu'il y a, c'est une absence vraiment de normalité politique et au Congo, et pour l'instant aussi au Burundi, parce que le Burundi est le seul pays dans cette région qui rentre dans cette façon de vouloir faire organisée par Kinshasa. Oui, Innocent, justement, le Burundi, c'est un acteur présent vraiment dans ce conflit. Et il y a un pays de cette zone-là qui a été toujours présent dans les négociations dans les différents conflits, mais qu'aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup sur le conflit à l'est de la RDC, c'est la Tanzanie. Quel est le rôle de ce pays dans tout ça? Vous savez, si la Tanzanie était toujours au centre des différentes négociations, c'était aussi pour une raison très simple. Julius Nyerere, la personnalité de Julius Nyerere. Des géants comme Nyerere, Mandela, Machel et quelques autres n'existaient plus en Afrique. C'est pour ça que certaines choses partent dans tous les sens. Il fut un temps où il y avait des personnalités suffisamment morales et suffisamment crédibles que certaines choses ne pouvaient pas se passer dans le silence ou la complaisance générale. Mais comme on n'a plus ces personnalités-là,
que certains individus de qualité médiocre sont maintenant dans l'État tanzanien aussi, il faut le dire. Vous n'avez qu'à voir comment ils traitent les réfugiés, comment ils attrapent des réfugiés, qu'ils extradent dans des pays où ils vont être tués. Il y a beaucoup de personnes qui ont été extradées au Burundi qui ont été tuées, clairement. On le dit aussi de Hussein Rajab, qui aurait été extradé au Burundi, qui aurait été tué. Il y a eu Edouard, il y a eu Jérémy, il y a eu Lada, etc. Donc, ils n'hésitent pas à extrader des gens dans des pays où ils vont être tués. C'est le seul qui le font dans la région, probablement avec la RDC d'ailleurs. Donc, il n'y a plus la dimension de Julius Nyerere, et donc c'est devenu un pays quelconque. Et même quand il y avait encore Mkapa dans le cas du Burundi pour les négociations, M. Mkapa, qui était aussi quand même une sorte d'héritier de Julius Nyerere, il a été saboté par l'État tanzanien, tout simplement. Il n'a pas eu le soutien de l'État tanzanien. C'est pour ça que les négociations entre les Burundais n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Donc, la Tanzanie est devenue un pays enfin, avec peut-être que la présidente actuelle est d'un autre niveau, a des qualités remarquables, a quelques volontés, mais il y a d'autres gens apparemment qui tiennent les ficelles du système sécuritaire, du système financier, etc., et qui neutralisent la Tanzanie et la poussent dans une direction vraiment inquiétante, notamment en étant dans la coalition SADC qui allait prêter main forte aux troupes congolaises avec les Wazalendo, donc bourrés de toutes les milices criminelles et des FTLR qui ont commis le génocide. Est-ce que vous vous rendez compte que ces États qui viennent se battre aux côtés des FTLR, l'État sud-africain, l'État du Malawi, l'État tanzanien, l'État de la RDC, l'État du Burundi, dans quelle échelle ils se mettent maintenant de déshonneur et de... En fait, ils sont en train de se miner eux-mêmes. Si vous pensez que c'est normal de travailler avec ces individus-là, c'est qu'en fait, votre État est en voie de disparition aussi. Donc, si aujourd'hui ces choses-là se passent, si la Tanzanie ne peut plus jouer ce rôle-là, c'est qu'il n'y a plus la personnalité centrale, la boussole qu'ils avaient qui s'appelait Julius Nyerere. Alors, pour revenir au conflit à l'est de la RDC, et, justement, vous venez de parler de tout. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Il vous reste 1 minute 36 secondes. D'accord, on va finir. 1 minute 36 secondes. Alice, nous concluons. Oui. Donc, tous ces acteurs, qu'est-ce qu'on peut attendre des acteurs bilatéraux et internationaux? Parce qu'on a l'impression qu'ils sont absents. Bon, les bilatéraux, il y en a qui agissent, hein, notamment l'Angola qui fait un peu la médiation, la sous-région quand même aussi, que ce soit le Kenya, que ce soit l'Ouganda, qui ont des positions plutôt claires. Et il y a des internationaux qui sont très ambigus dans leur façon de se positionner par rapport à leurs intérêts certainement miniers fondamentalement en RDC. Encore une fois, c'est vraiment aux gens de prendre les dispositions nécessaires pour ne pas se faire exterminer. Parce que si les gens de l'Est du Congo ne s'étaient pas levés pour se défendre, ils auraient été exterminés ou ils seraient tous réfugiés maintenant. Donc la question fondamentale, c'est pas tellement quel est le rôle que peuvent avoir les internationaux, les régionaux. Ils peuvent l'avoir s'ils ont la volonté de l'avoir pour résoudre le problème, mais ils peuvent jouer aussi un rôle néfaste comme on le voit. On va terminer cette émission, Albert Jezekiel. Qu'est-ce qu'on peut attendre des partenaires internationaux et même bilatéraux par rapport à ces négociations? Bien, je crois que personnellement, je ne suis pas je dirais, enfin, je veux dire, j'ai l'impression que un des grands problèmes que cette région a aussi subi, ce sont c'est la communauté internationale. Ça veut dire que les partenaires internationaux dont on parle, etc. Je veux dire, depuis 1994, je veux dire, l'ONU n'a pas vraiment été d'un grand soutien. Je crois aussi qu'on a eu des hauts et des bas. Je veux dire, il y a même toute une évolution dont Innocent m'a aussi parlé. Je veux dire, quand on voit comment des gens se sont mobilisés, par exemple, pour essayer de normaliser la situation qui était catastrophique au Burundi, par exemple, ben, tous ces gens-là, je veux dire, il n'y a pas eu de continuité. Je veux dire, on pouvait se sont mobilisés pour essayer de trouver une solution,
mais personne ne s'est mobilisé, je dirais, pour faire le monitoring de tout ça. Où est-ce qu'on est allé, je veux dire. Et aujourd'hui, on est allé, j'estime on est, on est à pire que ce qu'il y a eu dans le passé pour cette région-là. Et pour le Congo, c'est la même chose. Je veux dire, je dirais que pour le Rwanda, c'est tout à fait le contraire, mais justement, le Rwanda, euh, c'est pour ça que je mets ça dans dans la même foulée, c'est que au Rwanda, le Rwanda ne pouvait pas compter sur cette communauté internationale, même pas sur la région. Je dirais que c'est à force des choses en fait, les choses. Aujourd'hui, dans ces négociations, ils peuvent peser quand même dans la balance pour que ça puisse aboutir. Mais personne ne s'est pesé dans la balance parce que personne n'ose dire à Kinshasa, on dirait, soyez raisonnables, soyez normaux. Je veux dire, parce que je veux dire, est-ce que on prend les choses un petit peu à la légère, mais imaginez-vous que je dirais sur ces 10-15 dernières années qui se sont passées, il y a eu une multitude de groupes de gens qui se sont devenus des groupes armés. Ça veut dire que c'est comme s'il n'y a rien d'autre à faire dans la vie pour eux, c'est tout d'un coup de créer un groupe armé. Donc, imaginez-vous que ces groupes armés ont depuis maintenant plus d'un an été armés et surarmés par Kinshasa. Mais imaginez-vous que c'est maintenant devenu encore plus l'enfer pour les Congolais qu'avant, parce que ces gens ont des moyens qu'ils n'avaient jamais eu. Donc maintenant, ils ont le soutien de Kinshasa pour vraiment carrément pouvoir tuer, piller, torturer, abuser de tout le monde. Comment est-ce qu'on se sort de ça? Parce que il n'y a pas que les FDLR, donc il y a tout ça. C'est pour ça que je dis, je suis vraiment pas très optimiste de ce qui c'est en train de se passer au Congo. Donc, j'espère qu'on aura encore cette conversation peut-être dans 3 mois. On va y revenir certainement avec les négociations Oui. qui continuent. Il y aura toujours de la matière. On va être optimiste aussi avec ces mécanismes de vérification ad hoc des officiers congolais, angolais et rwandais qui travaillent ensemble. Espérons que ça va aboutir à quelque chose, mais on continue quand même de suivre la question de près et on y reviendra dans nos prochaines émissions. Et voilà, nous allons terminer par ici notre numéro du Club de la Presse. Et un grand merci à mes deux invités. Albert, merci d'avoir participé à cette émission. Merci Alice, merci Innocent. Innocent Mouazi, merci également d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Alice. Merci également à vous, chers auditeurs qui nous suivent de par le monde. On vous retrouve dans le prochain numéro du Club de la Presse et d'ici là, portez-vous bien.